7 heures à Sévaré, Djéné, même heure ici à Bamako. Le journal. Fatoumata Kone. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. En prélude à son déplacement dans la région de Mopti, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a rencontré les ressortissants des cercles de la région. Sur la table des échanges, l'insécurité dans la zone, les questions d'eau et d'électricité, les détails de cette rencontre en début de journal. Cadre de concertation nationale avec les partis politiques et la société civile, l'initiative est du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Objectif, faire la synthèse des propositions en lien avec les modalités de désignation de leurs représentants dans les démembrements de l'EJ. En sport, ce matin, on retrouve Arju Matina qui parlera de football et de basketball où notre représentant, le stade malien de Bamako, s'est imposé Dejem Sorit à la conférence du Sahara. Dans la chronique de l'environnement, Agibou Koulibaly nous parlera également de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, PAJJA, qui est l'un des plus grands mouvements africains de lutte pour la justice climatique. Voilà pour le sommaire, les détails à suivre. Bonjour et bienvenue encore une fois à cette édition. En prélude à son déplacement dans la région de Mopti, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a rencontré les ressortissants et les représentants des communautés des cercles de la région. Les interlocuteurs du chef du gouvernement sont venus exposer les difficultés dont souffrent les Mopticiens. En priorité, les questions de sécurité, d'eau et d'électricité ont été évoquées. Le Premier ministre a rassuré ses interlocuteurs que les problèmes évoqués seront pris en charge dans la mesure des possibilités de l'État. Le compte-rendu de cette audience avec Alucene Touré de la presse de la primature. Les représentants des cercles et les ressortissants de la région de Mopti ont tenu à rencontrer le chef de l'administration pour échanger sur les préoccupations relatives à la vie des populations qu'ils représentent. C'est en prélude à la visite du Premier ministre dans la région de Mopti. Conscient des efforts entamés par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions sécuritaires de développement dans la région, les ressortissants de la région de Mopti réaffirment leur disponibilité à participer pleinement aux activités du cadre politique de gestion de la crise au centre du Mali. Adama Samasekou, président de l'association des ressortissants de la région de Mopti. Nous vous savons très attachés aux intérêts des populations et déterminés à tout mettre en œuvre afin de satisfaire, tant que faire se peut, les préoccupations exprimées. La délégation venue de Mopti a exprimé le cri de cœur de la population mopticienne face aux conditions de vie jugées précaires, caractérisées par un conflit qui dure avec son lot de déplacés et une insécurité grandissante. Diallo Tata Touré, porte-parole de la délégation de Mopti. Depuis près de 4 ans, nous vivons au rythme régulier de coupures intempestives d'électricité, affectant toutes les catégories socio-professionnelles de notre ville. Et cela à un moment où les progrès scientifiques et technologiques rendent de plus en plus dépendante la vie des hommes à l'électricité, mais permettant de confirmer que l'électricité n'est plus un luxe, mais une nécessité absolue pour le développement harmonieux et équitable. C'est le lieu pour vous dire, Son Excellence, ici, que les conséquences de ces délestages intempestifs ont gravement affecté tous les secteurs économiques à tous les niveaux. En réponse à ces préoccupations, le Premier ministre, fidèle à ses principes, a promis de soumettre les doléances au président de la transition et de revenir très bientôt auprès de ses frères pour annoncer les mesures prises dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. J'ai bien écouté, je sais qu'il y a d'autres préoccupations, mais j'ai retenu 3 choses très importantes. D'abord, à la fin du développement de votre représentante, elle a remercié les forces armées de sécurité du Mali pour l'effort qu'elles sont en train de fournir dans le sens de la stabilisation. Mais elle a lancé le cri de cœur des Mopticiens avant pour les questions d'eau et d'électricité. Sachant bien qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à résoudre, nous ferons ce que nous pouvons
Nul doute que dans les prochains jours ou prochaines semaines, les membres du gouvernement, sous la houlette du Premier ministre, rendront compte des efforts ainsi déployés. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, en collaboration avec le ministère de la refondation de l'État et le ministère délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles, a organisé 2 rencontres du cadre de concertation nationale avec les partis politiques et la société civile. Objectif: présenter la synthèse des propositions de ces 2 entités relatives aux modalités de désignation de leurs représentants dans les démembrements de l'EJ et recueillir leur avis. Reportage Noun Sissoko. En réponse à une correspondance du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, des partis politiques et organisations de la société civile ont formulé des propositions relatives aux modalités de désignation de leurs représentants dans les démembrements de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections dans les régions, les cercles, les communes, les ambassades et consulats. Il s'agissait au cours des 2 rencontres du cadre de concertation nationale avec les acteurs politiques et de la société civile de présenter la synthèse de ces propositions et recueillir les avis. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, en collaboration avec le ministère de la Refondation et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, a toujours privilégié ce cadre d'échange pour informer, sensibiliser et recueillir les contributions en vue de donner aux réformes politiques et institutionnelles des orientations conformes aux préoccupations de toutes les forces vives de la nation dans une démarche inclusive et participative. Les avis des représentants des 96 partis présents sur les modalités de désignation portent sur les regroupements de partis, le consensus et le tirage au sort. À la différence des acteurs politiques, la société civile sollicite une consultation du département de tutelle pour trouver un consensus ou un appel à candidature pour la désignation de ses représentants. Colonel Abdoulaye Maïga. La mise en place des coordinations du LEJ permettra de donner à cette structure importante toute son autonomie et ses capacités pour organiser des élections justes et transparentes. C'est à la demande du président de l'EJ que le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, en collaboration avec le ministère de la Refondation et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, s'est impliqué dans la détermination des modalités de choix de vos représentants au sein des coordinations de l'EJ. Au total, les partis politiques doivent être représentés dans les démembrements de l'EJ par 1990 membres et les organisations de la société civile ont droit à un représentant dans chaque coordination de l'autorité indépendante de gestion des élections. Comment mieux gérer les ressources humaines? La réflexion est ouverte sur la question. Le ministère de la Refondation de l'État et son partenaire, le Canada, donnent l'opportunité aux acteurs d'échanger sur la question, sur la gestion optimale des personnels. Un séminaire de haut niveau sur le sujet est en cours depuis ce mardi. Ils sont une 60aine de participants et représentant diverses sphères d'activité. Le reportage est signé Salima Tandao. Le Mali s'est lancé dans l'utilisation optimale des ressources humaines en 2003 à travers le programme de développement institutionnel PDI. La 2e génération du programme est en cours d'exécution depuis 2017. 20 ans après, la problématique de la mauvaise gestion des personnels reste d'actualité. Les autorités actuelles veulent réformer le système de gestion pour faire des ressources humaines un maillon fort de la productivité. Ainsi, ce séminaire de haut niveau est organisé pour recenser les faiblesses et cibler des pistes de solutions. Ahmed Mohamed Yahya, commissaire au développement institutionnel. Il s'agit de mettre en place un système efficace de gestion des ressources humaines servant de levier pour les changements organisationnels et fonctionnels des services publics. Toute chose qui nécessite une approche participative et inclusive de l'ensemble des acteurs concernés. Le séminaire est organisé avec le concours du Canada qui est aux côtés du Mali depuis le début de cette aventure de reconfiguration du système de gestion des ressources humaines. Alexander McGill, chef de la coopération à l'ambassade du Canada au Mali. Conscient de la place de la gestion efficace des ressources humaines dans l'atteinte des objectifs de la modernisation de l'administration malienne, qui est à la base de toute réforme d'une administration publique, le Canada a toujours apporté une attention à ce volet. Abraham Tengali, secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État. Il s'agira au cours de cette rencontre de passer en revue les chantiers majeurs
du programme de développement institutionnel deuxième génération qui sont en cohérence avec les orientations stratégiques de la refondation de l'État. La maîtrise des effectifs et des dépenses de l'État. L'effectivité de la budgétisation en mode programme. La rémunération liée à la performance, dont l'objectif est de promouvoir la motivation des agents publics basée sur la performance. Mieux gérer les ressources humaines pour un service de qualité. C'est le résultat attendu par les organisateurs d'ici à 2027, année de fin de mise en œuvre du programme de développement institutionnel phase 2. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Une bonne nouvelle pour les cotonculteurs. Les chercheurs de l'IR, Institut d'économie rurale, et la CMDT ont pu avoir un remède aux jacides qui ont beaucoup impacté la production cotonnière de la campagne dernière. Il s'agit du flonicamide qui a été testé sur un périmètre maraîcher infecté par le même insecte nuisible dans la région de Sikasso. Le résultat obtenu est satisfaisant car le produit a permis de neutraliser ces insectes. Une mission conjointe CMDT-IR s'est rendue dans le village de Djalakorosso où le test a été effectué pour constater des visus. Ce résultat, envoyé spéciaux Chaka Konaté, Toumani Diabaté. Le Mali, tout comme les 7 autres pays du PERPICA, a connu la campagne dernière une baisse de sa production cotonnière en raison de l'invasion des champs de coton par les jacides, un insecte nuisible ayant fait son apparition pour la première fois dans notre pays. Après plusieurs rencontres, les chercheurs des pays concernés ont pu trouver sur le marché international 3 produits phytosanitaires, parmi lesquels le flonicamide découvert en 1990 et utilisé dans 40 pays dont les États-Unis, le Japon et l'Inde. Il a été testé sur un périmètre maraîcher des femmes du village de Djalakorosso dans la commune de Zegwa qui a été infecté par les mêmes insectes. Les femmes pourront récolter dans la partie traitée. Les feuilles et les fruits sont déjà endommagés dans celles non traitées. Fatokoma Ouattara, président de la coopérative des producteurs de Djalakorosso. Ce produit est efficace. On a traité le périmètre maraîcher avec les produits qu'on utilise d'habitude pour les cultures maraîchères et le coton. Cela n'a servi à rien, mais c'est le flonicamide qui s'est avéré efficace. Le test effectué par la CMDT et l'Institut d'économie rurale IER est donc concluant. Les produits seront proposés aux cotonculteurs pour la campagne cotonnière à venir. Dr Lassana Touré, chef du programme coton du Centre régional de recherche agricole de Sikasso. Après traitement de ces parcelles, on a fait un décompte au niveau du 3e jour et du 7e jour. Et le produit s'est avéré efficace. Pas de l'avis de nos chercheurs, mais de l'avis même des paysans et des femmes qui exploitent ce périmètre maraîcher après le décomptage des jacides au niveau des parcelles traitées et en comparaison des parcelles traitées et non traitées. C'est en base de ça que c'est pas un test, mais c'est un test de validation et de confirmation de l'efficacité du produit. Ce produit, comme vous le savez, c'est contre des ravageurs, c'est pas contre une culture. Et ce ravageur, s'il attaque plusieurs cultures, donc ce produit est valable toujours pour ces mêmes cultures. Mouro Diakité, directeur de la production agricole de la CMDT. Le résultat étant remarquable, nous avons pensé qu'il faut informer nos partenaires producteurs ici et ailleurs, nos partenaires chercheurs, l'encadrement CMDT, les fêtières au niveau du mouvement coopératif au Mali pour rassurer les producteurs. Donc en résumé, nous sommes venus pour voir les résultats de notre produit, les résultats de la démonstration, partager avec vous les communicateurs afin que les producteurs du coton du Mali et ailleurs soient rassurés qu'on a des produits appropriés pour gérer les jacides. Au cours des échanges avec les producteurs, la délégation a beaucoup insisté sur les traitements groupés des champs de coton, le respect du dosage, l'application stricte des conseils des agents d'encadrement de la CMDT. Les producteurs demandent la mise à disposition à temps du produit et leur formation à son utilisation. Sikasso, Chaka Konaté, Toumani Diabaté, avec la collaboration de l'ORTM Sikasso pour l'ORTM.
Actualité internationale en Côte d'Ivoire, fin de l'exercice militaire FLICLOC 2023 pour la lutte antiterroriste. Pendant 2 semaines, 1300 soldats provenant de 29 pays étaient en formation au Ghana et en Côte d'Ivoire pour mieux lutter contre la menace terroriste. Au Malawi, les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants après le retour de Freddy dans cette région d'Afrique australe. Ce cyclone a fait près de 200 victimes et environ 19 000 personnes déplacées. Et le président russe Vladimir Poutine s'entretiendra ce mercredi avec le dirigeant syrien Bachar al-Assad. Au Kremlin, a indiqué hier la présidence russe dans un communiqué. Au menu des échanges, les questions concernant le développement de la coopération russo-syrienne dans les sphères politiques, économiques, commerciales et humanitaires. La page des sports. L'actualité sportive, comme tous les mercredis, c'est avec Arthur Matina. Tina, bonjour. Bonjour, Fatoumata Kone. Balle au panier basketball. Notre représentant, le stade malien de Bamako, s'est imposé du 2e sorite à la conférence du Sahara. Oui, la balle, c'est le Basketball African League à la faveur de la conférence du Sahara, le stade malien de Bamako, qui, après s'être incliné lors de sa première sortie face à l'US Monastir, s'est imposé cette fois-ci lors de la 2e journée. Donc, les Blancs ont rectifié le tir en disposant des Kaura Falcons du Nigeria, battus 78-84. 3e apparition des Blancs de Bamako vendredi contre AS Douane de Dakar. 6 clubs sont en compétition dans cette 3e édition de la conférence du Sahara. Il s'agit de Monastir de la Tunisie, AS Douane du Sénégal, Abidjan Basket Club, Rwanda Energy Group, le stade malien de Bamako et Kwara Falcon du Nigeria. Les 4 premiers à l'issue de la compétition vont représenter la conférence du Sahara au tournoi final de la balle qui se jouera à Kigali au Rwanda. Football, Coupe du Mali, les 8e de finale débutent demain, jeudi. Oui, la Coupe du Mali est au stade des 8e de finale, la fête du football national, bien sûr. Et ces 8e de finale démarrent ce jeudi avec une seule affiche. Binga FC USC et Kita, ça sera à Koulikoro au stade Mamadou Diarra H. 2 chocs sont à retenir dans ces 8e de finale. ISFAS Afrique Football Elite et AS Real de Bamako, Club Olympique de Bamako. Préparation de l'équipe nationale Espoir pour la double confrontation contre le Sénégal. Le sélectionneur se veut rassurant. Oui, Alou Badra Diallo, alias Conti, sélectionneur de l'équipe nationale Espoir, prépare la double rencontre contre le Sénégal. Cette double confrontation est décisive qualificative pour la prochaine CAN U23 au Maroc. Le sélectionneur a commencé la préparation il y a quelques semaines au plan national, mais l'ossature du groupe sera conçue par des expatriés. Le coach Alou Badra Diallo nous donne quelques détails. Je pense que la préparation se passe bien au niveau local. Nous sommes à notre 4e match. Nous avons un bon nombre de joueurs. Nous avons quand même une vingtaine à l'extérieur qui pourraient venir pour aller au Sénégal. Donc c'est mon encadrement et moi de faire vraiment les bons choix. Le Sénégal aussi qui va avoir que des professionnels, on se connaît. Donc c'est vraiment j'ai misé un peu sur les champions d'Afrique U17 et U19 de Mourlé. J'ai beaucoup travaillé avec Mourlé dans ces choix-là, qui ont l'habitude de jouer aussi la compétition africaine, qui ont déjà joué contre le Sénégal en finale il y a quelques années aussi. Donc je suis allé sur cette base-là, c'est le Mali qui gagne, Inch'Allah. Que ce soit A ou B, c'est la même chose. Pour eux, on va tout donner pour se qualifier quand même. Le match aller se jouera le 22 mars prochain à Dakar au stade Abdoulaye Wade à Diamniadio et le retour le 28 mars à Bamako. Les Aigles eux aussi joueront dans quelques jours contre la Gambie au compte de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le Mali recevra la Gambie le 24 mars prochain au stade du 26 mars avant de se déplacer au Maroc pour la rencontre retour le 28 mars.
Coupe du Monde 2030, le Maroc rejoint la candidature de l'Espagne et du Portugal. Oui, c'est le roi Mohamed VI qui a donné l'information. Le monarque a annoncé que son pays, le Maroc, allait se joindre à la candidature commune de l'Espagne et du Portugal pour chercher l'organisation de la Coupe du Monde 2030. En février dernier, l'Argentine, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay avaient également déposé une seule et unique candidature. La FIFA désignera le ou les pays organisateurs du mondial 2030 d'ici 2024. Et enfin, Tina, Ligure européenne des champions, 2 autres clubs ont obtenu hier leur billet pour les quarts de finale. Il s'agit de l'Inter Milan et Manchester City qui se sont qualifiés hier lors de l'avant-dernière partie des matchs retour des huitièmes de finale. Vainqueur à l'aller en Italie 1-0, l'Inter Milan est allé faire match nul 0-0 chez le FC Porto. Les Anglais de Manchester City qui avaient fait match nul 1 but partout à l'aller en Allemagne chez Leipzig ont cartonné hier soir le club allemand battu 7-0. L'attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, a marqué 5 buts dans cette rencontre et devient le 3e joueur à inscrit 5 buts en Ligue des Champions après Lionel Messi et Luis Adriano. Manchester City et l'Inter Milan rejoignent ainsi en quart de finale Benfica Lisbonne, le Bayern Munich, Chelsea et le Milan AC. Ces matchs des huitièmes de finale s'achèvent ce soir par 2 rencontres. Il s'agit de Naples, Eintracht Francfort et du Real Madrid qui va jouer contre Liverpool. Merci Ardu Matina pour cette page des sports bien fournie. Chronique de l'environnement. L'Alliance panafricaine pour la justice climatique, PACJA, est le plus grand mouvement africain de lutte pour la justice climatique fondé en 2009. Elle rassemble plus de 1000 organisations. Elle rassemble plutôt plus de 1000 organisations de la société civile réparties entre 51 pays. Depuis sa création, cette alliance continentale a permis de révéler l'Afrique et sa participation active aux conférences des parties COP où se font des grands débats et les prises de résolution par rapport au changement climatique. L'Alliance panafricaine pour la justice climatique vient de tenir en février dernier son congrès général à Addis Abeba. Un de nos compatriotes a occupé le poste du président de la commission de recrutement et de qualification. La chronique de l'environnement s'intéresse à cette Alliance panafricaine pour la justice climatique. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Addis Abeba a abrité du 13 au 14 février dernier le congrès général de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Plus de 150 délégués issus de plus de 1000 organisations de la société civile africaine se sont réunis pour non seulement planifier la feuille de route de l'Alliance pour les 3 prochaines années, mais aussi décider celui qui dirigera l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Ahmed Sékou Diallo, élu président de la commission de recrutement et de qualification de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. L'Alliance panafricaine pour une justice climatique est une fêtière de la société civile africaine, la plus grande fêtière, on pourra dire, qui joue l'interface avec les Nations Unies en matière de changement climatique. C'est une structure qui fait le plaidoyer pour une justice climatique qui se bat depuis quelques années. Occasion pour les délégués de faire le bilan de performance de l'année écoulée par rapport à son plan d'action, capitaliser les leçons apprises, puis développer un plan d'action stratégique en se basant sur les leçons issues des différentes réflexions. Ahmed Sékou Diallo, élu président de la commission de recrutement et de qualification de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Les enjeux sont énormes parce que nous devons nous-mêmes donner l'exemple à travers la bonne gouvernance en tenant nos réunions, nos instances, pour que les autres partenaires, nos autres vis-à-vis puissent nous respecter et avoir confiance en nous. Nous avons aussi un nouveau plan d'action, donc nous avons un grand travail à abattre pendant ces 3 années à venir pour que les grandes décisions de la COP, notamment la mise en œuvre de l'accord de Paris, la réduction des gaz à effet de serre, la mobilisation des financements, notamment les 100 milliards de dollars
promis par les partenaires techniques et financiers. Donc nous devons nous battre pour que les femmes et les jeunes, les populations africaines victimes des effets néfastes des changements climatiques soient dans de meilleures conditions. Birama Traoré, chargé de communication au PENASEC CED Mali. L'une des importances de PADJA aussi, c'est ça, l'harmonisation de points de vue pour pouvoir soutenir auprès des organisations. Parce que ce qui fatigue aujourd'hui le continent africain, c'est ce qu'on appelle l'injustice climatique. Donc nous, nos pays, on ne contribue pas assez et c'est nous qui subissons les grands impacts. Donc il y a quand même ce problème-là qu'il faut corriger. Le Mali, par la voix de son représentant, a rassuré le Congrès de sa volonté de contribuer à la concrétisation de la vision de l'Alliance, celle de travailler pour la justice climatique au profit de tous les peuples d'Afrique et singulièrement du Mali. Nous considérons les changements climatiques comme un effet de droit. Pour nous, toutes les couches victimes des changements climatiques sont quelque part impactées sur des aspects de droit. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit aux services sociaux de base et beaucoup d'autres domaines. Au terme des travaux, 10 personnalités ont été élues dans le Conseil exécutif continental de l'Alliance pour les 3 prochaines années. C'est Dr Neidja Bouraoui de Tunisie qui a été élue par ses pairs comme présidente de l'Alliance. À 7 heures passées de 26 minutes se referme cette édition qui vous a été présentée par Fatoumata Kone, mise en onde Ali Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté, coordination Bourama Traoré. Grand merci aux auditeurs virtuels de Sikasso et de Niena. Bonne écoute radiophonique et bonne journée de mercredi.